Quand on pense au roi de France, on imagine tout de suite des monarques absolus, tout-puissants. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? On va voir ensemble qu'il y avait une limite, et une limite assez surprenante à leur pouvoir. Alors, commençons par ça. Le pouvoir absolu. C'est vrai que cette image du roi de France qui peut faire absolument tout ce qu'il veut, c'est un peu un cliché. En réalité, derrière cette idée de monarchie absolue, la situation était, beaucoup plus complexe. La question qu'on doit se poser est donc simple. Le roi de France était-il vraiment tout-puissant? Parce que si son pouvoir n'était pas sans limite, qu'est-ce qui pouvait bien le freiner? Et la réponse, elle est assez étonnante, non. Non, il n'était pas tout-puissant. Le roi lui-même, figurez-vous, devait obéir à un ensemble de règles supérieures. On pourrait presque parler d'une sorte de constitution, avant même que le mot existe, et surtout une constitution qui n'était pas écrite. Ce qui nous amène à cette fameuse constitution non écrite. Forcément, on se demande, s'il n'y avait pas de texte de loi officiel, c'était quoi ces règles qui pouvaient s'imposer à un roi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une constitution coutumière. Et ces règles portaient un nom, les lois fondamentales du royaume. En fait, il s'agissait d'un ensemble de traditions, de coutumes, qui se sont construites petit à petit, au fil des siècles, et qui ont fini par former une sorte de rempart, si on veut, contre d'éventuels abus du pouvoir royal. Et ça, c'est une distinction qui est vraiment cruciale. Il faut bien faire la différence entre un monarque absolu et un despote. Le monarque absolu gouverne avec une autorité suprême, c'est vrai, mais il est lié par ces fameuses lois fondamentales. Le despote, lui, n'est lié par rien du tout, il fait ce qu'il veut. En clair, le roi devait préserver le royaume, il n'agissait pas juste sur un coup de tête. Alors ces lois fondamentales, elles reposaient sur deux grands piliers. D'un côté, il y avait tout ce qui concernait la dévolution de la couronne, c'est-à-dire comment on devient roi, et de l'autre, il y avait le domaine de la couronne, qui visait, lui, à protéger le patrimoine du royaume. Allez, regardons de plus près le premier pilier, les règles de la couronne. La question était simple. Qui peut devenir roi de France? Et pour y répondre, il y avait des règles coutumières extrêmement précises qui encadraient la succession. On avait toute une série de principes qui s'étaient établis avec le temps. L'hérédité, bien sûr, ça semble logique. La primogéniture, c'est le premier-né qui hérite. La masculinité aussi, qui excluait les femmes du trône de France. Il y avait aussi la catholicité, la continuité du pouvoir. Bref, tout un tas de règles dont l'objectif principal était d'assurer une transmission du pouvoir qui soit stable et claire. On voulait éviter à tout prix les guerres de succession. Et parmi ces règles, il y en a une qui est absolument capitale. C'est le principe d'indisponibilité de la couronne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'héritier ne pouvait pas refuser le trône et que le roi, de son côté, ne pouvait pas changer l'ordre de succession. En fait, la couronne n'était pas sa propriété personnelle. Le roi n'en était que le gardien temporaire. Il ne pouvait donc pas la donner à qui il voulait, ni y renoncer. La loi était au-dessus de sa volonté. Ok, on a vu la succession. Passons maintenant au deuxième grand pilier, le domaine du royaume. Là, l'idée était de protéger le patrimoine, c'est-à-dire les terres et les richesses du royaume. Et pour faire ça, il y avait en gros deux grands principes qui fonctionnaient un peu comme des cadenas, des verrous, pour protéger ce patrimoine. Le premier, c'est l'inaliénabilité. Très simple. Le roi n'avait pas le droit de vendre ou de donner les terres et les biens qui appartenaient à la couronne. C'était non négociable. Le deuxième principe, c'est l'imprescriptibilité. Ça veut dire que personne ne pouvait s'approprier une terre du royaume simplement en l'occupant pendant très longtemps. On ne pouvait pas acquérir une propriété royale par l'usure du temps. Avec ces deux règles, le patrimoine du royaume était vraiment sanctuarisé, protégé. Bon, tout ça c'est bien beau, mais quel est l'héritage de ces lois? Qu'est-ce qu'on doit en retenir aujourd'hui? En quoi cette vieille histoire nous concerne encore? Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que ça nous montre que l'idée d'une constitution, c'est-à-dire un ensemble de règles qui sont au-dessus du dirigeant, même du roi, ce n'est pas du tout une invention moderne. La différence, bien sûr, c'est qu'une constitution coutumière, elle est non écrite, elle a évolué sur des siècles, alors qu'une constitution écrite, comme celle qu'on connaît, c'est un document formel créé à un moment précis. Mais l'idée de base, elle, est bien plus ancienne qu'on ne le pense. Le point essentiel à retenir, c'est que l'idée qu'un dirigeant doit être soumis à la loi n'est pas du tout une invention moderne. Ces lois fondamentales, c'est en quelque sorte une première forme de constitutionnalisme. C'est la preuve qu'on a très tôt compris qu'aucun pouvoir, même celui qu'on qualifie d'absolu, ne peut être réellement sans limite. Et ça nous laisse avec une question finale, une question qui, je trouve, est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Est-ce que tout pouvoir, peu importe sa forme, a fondamentalement besoin de limites pour être légitime? C'est une réflexion qui traverse les âges, un véritable défi politique intemporel.